Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Basseli Yorobi. Basseli alias Mister Diversity est conférencier, coach, consultant sur ces sujets de prédilection que sont la diversité, l'inclusion, le travail de demain et le développement de soi. Il vit entre Paris, l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Il est aussi l'hôte du podcast de Basseli Audio Experience où il a entre autres enregistré avec Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, dont je vous ai souvent parlé sur ce podcast, ou encore David Laroche, voilà, une personnalité de plus en plus connue dans le développement de soi. Bref, lui aussi a plusieurs belles casquettes et il va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Sois le bienvenu, Basseli. Comment tu te sens ? Je vais très bien. Merci Quentin de m'inviter. C'est un honneur, un privilège d'être dans ton podcast et je pense que ça va être une très belle conversation ensemble. Ouais, merci d'avoir répondu présent parce qu'il y a des sujets vraiment qui me passionnent et sur lesquels j'ai même pas plus tard qu'hier soir échangé là-dessus avec Patricia Cavé, une amie, sur notamment la diversité, sur l'inclusion et puis bien sûr le développement de soi. Donc on va y revenir gentiment, mais tout d'abord, question peut-être simple, mais parfois pas si simple que ça, qui es-tu, Basseli ? Ah ouais, question complexe, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, moi, je suis Basseli Yorobi, entrepreneur dans le numérique depuis une dizaine d'années. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays voisin au Ghana, au Mali. D'ailleurs, il y a des soldats français qui sont au Mali. Donc, salut à eux parce qu'ils défendent les intérêts de la France, mais aussi les intérêts de toute l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils luttent contre le terrorisme là-bas. Bref, je viens de ce pays-là. Je suis aussi passionné par des sujets, comme tu les as bien dit, hein, développement personnel, philosophie, entrepreneuriat, diversité. Comment je me définis aujourd'hui? Je me définis comme un inclusive designer. Ok. Mon but dans la vie, c'est de créer des produits, des expériences, des services inclusifs. Mais en réalité, en termes de background, si on veut s'intéresser à ce que j'ai fait comme étude, à la base, je suis autodidacte. Par la suite, mon autodidactie m'amène à, bon, puisqu'on se confronte finalement dans la vie à pas mal de choses, du refus, etc., à avoir des diplômes. Donc, en termes de diplôme, j'ai un bachelor en informatique, un DUT en informatique, deux masters, un master en UX et un master en gestion de projet. Ouais. Et là, Donc l'UX, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'UX design, parce qu'on on a différents profils dans notre audience, c'est quoi toi? Comment tu le définirais? le UX design, c'est user experience, donc c'est l'expérience utilisateur. Et un exemple concret de ça, c'est souvent dans certaines marques de fast-food, on dit venez comme vous êtes. Je ne dirai pas de nom parce que j'ai pas envie de faire de pub. Ouais. Mais on s'est compris. Mais donc, quand on arrive dans ce genre de fast-food, on est reçu d'une certaine manière. Il y a des tabloïds où on essaie de choisir son hamburger, etc. Et puis, après, on est servi à table. Voilà, c'est ça l'expérience en fait. Le comment du pourquoi. Donc, quand j'arrive dans un magasin, sur un site internet, comment j'arrive à retrouver l'information, comment on me reçoit, comment on m'accueille. C'est vraiment ça, le parcours. C'est aussi un parcours, hein. Ouais. C'est ça l'expérience utilisateur, pour faire simple. Ok. Donc le parcours Voilà. utilisateur sur une application, qu'elle soit digitale ou physique. Exactement, exactement. Donc voilà, je fais ça. Donc j'ai eu un master en UX, comme j'ai dit, master en informatique aussi. Et puis là, d'ailleurs, je suis en train de me préparer à pourquoi pas faire un doctorat. Ok. Ça se fera soit l'année prochaine, dans les prochaines années, mais c'est sûr que je dois faire un doctorat parce que moi, mon rêve, c'est de théoriser la diversité. Ok. Je veux que demain, la diversité aujourd'hui, pour moi, est un sujet qui, au début, c'était un peu une bulle. C'était un peu farfelu de parler de diversité. De plus en plus, on est, donc, quand c'est un sujet farfelu, donc c'est de la recherche. Quand un sujet commence à devenir un concept, ça veut dire que le sujet commence à être pertinent. Et ouais. Moi, je vais aller à l'étape du modèle. Donc, je veux que la diversité soit évident. Pour que ça soit évident, il faut modéliser tout simplement la diversité. Il faut la modéliser. Il n'y Ouais. a pas encore de modèle de la diversité, ça reste flou. Donc, moi, je veux me battre pour que demain, quand on dit diversité, c'est évident. Il y a un Ok. modèle, c'est modélisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de modèle, mais tant qu'il n'y a pas de vulgarisation d'un modèle, pour moi, le modèle n'existe pas.
Quand il est D'accord. vulgarisé et que monsieur, Michu, madame machin peut savoir en deux, trois mouvements comment utiliser la diversité au quotidien, là, ça veut dire qu'il y a démocratisation de l'information. Là, il y a démocratisation de la connaissance. Et bien sûr, donc, il y a démocratisation aussi d'un modèle et popularisation aussi d'un modèle. Ouais. La diversité, c'est quoi la diversité pour toi? Alors, on est en France, donc je vais quand même utiliser quelques mots en français et puis des mots en anglicisme. Tu as dit Mmh. voilà, que je suis entre la Côte d'Ivoire, l'Europe et l'Amérique du Nord. Quand on est en France, la diversité va être définie comme l'inclusion, Mmh. l'égalité de chance, le fait de pouvoir inclure des populations qui sont étrangères ou des populations d'origine étrangère qui soit ont du mal à s'assimiler ou qui se sont assimilés, mais qui, fort des biais cognitifs qu'on a aujourd'hui dans notre société, qui gangrènent, vont être victimes en fait de diffamation, pas de diffamation, mais plutôt de disqualification ou de manque criard d'inclusion. Mmh. Et voilà. Après, si on prend une définition un peu plus universelle et internationale, en anglais, on parle de DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Donc, là, c'est ce qui est intéressant avec les anglo-saxons, c'est qu'ils ont cette notion d'équité. C'est normal avec tout ce qui est mouvement civique, ou ce qu'on Ouais. appelle en anglais civil right. Donc, ils ont quand même été précurseurs de ces mouvements un peu universels, mondial, de faire en sorte que bah, ça soit normal de parler des gays, ça soit normal de parler des Arabes, des Noirs, et que, bah, c'est pas parce qu'on est blanc que ça veut dire que tout marche bien, parce qu'il y a le phénomène Bien aussi qu'on sûr. appelle les white trash, donc des Ouais. gens qui sont certes blancs, mais qui n'ont pas fréquenté dans les meilleures écoles et qui aussi aujourd'hui sont victimes de discrimination. Mmh. Et donc, il y a cette notion d'équité. Comment on arrive à créer un système social, un projet de société, un contrat social qui inclut les gens et qui Mmh. respecte le droit humain, le droit à la vie, le droit à respirer, le droit de travailler, le droit de manger, le droit juste d'être. Ouais. Et donc, pour moi, la diversité, c'est le fait de, à un moment donné, créer des produits, créer des expériences, créer des projets avec de l'inclusion. Exemple Mmh. banal de ça, c'est, je vais entrer dans le plat, désolé d'être très franc comme ça, mais je suis une entreprise française. Ok, la France reste d'abord un pays qui est majoritairement blanc, ça, on n'en disconvient pas, mais ce pays a bien changé. Et donc, quand on crée une entreprise, on ne peut pas créer une entreprise française aujourd'hui en 2021 et avoir que dans son équipe que des personnes blanches. Mmh. Et quand on dit blanc, pas forcément caucasienne, hein, ça peut être des Arabes, parce que les Arabes aujourd'hui, ils sont certes pas blancs, mais par exemple aux États-Unis, ils sont souvent assimilés aux blancs. Et Ouais. souvent, tu as certaines personnes qui s'assimilent aux blancs, pourtant ils ne sont pas Mmh. blancs. Et donc, si dans une entreprise comme ça, il n'y a que des blancs et qu'il n'y a pas, par exemple, d'asiatiques, de latinos ou de noirs ou de métis, moi je me pose des questions. Parce que la France d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et Qu'on le ouais. veuille ou pas, c'est une France avec une mosaïque de culture. Mmh. Donc, il faut à un moment donné être en concurrence. On ne peut pas dire qu'on aime la diversité, mais ou qu'on est défenseur de la diversité, mais que même déjà, au niveau de son équipe, on n'est que honte blanc. Voilà, et Mmh. ça ne gêne pas. Moi, aujourd'hui, qui suis afro-descendant, quand je fais un projet et je suis contre noir, ça me gêne. D'accord. Je suis gêné parce que si je suis en Côte d'Ivoire, et encore, bon, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a du métissage, hein, il y a des Libanais qui sont sur 3, 4 générations qui sont aujourd'hui ivoiriens. Mmh. Donc moi, même en Côte d'Ivoire, je vais penser un peu, mais pas au même niveau qu'un pays comme la France ou les États-Unis, en gros des pays avec un aspect cosmopolitain et des vagues migratoires denses, et on connaît l'origine de ces vagues migratoires. Mmh. Donc dans ces pays-là, voilà, il faut absolument rentrer dans l'air du temps. Et même dans les pays émergents, il faut aller dans l'air du temps parce que finalement, la diversité, c'est le progrès. Mmh. Il n'y a C'est pas le de progrès? croissance sans diversité.
Ok, donc la diversité, c'est la diversité à tous les niveaux. Donc, en effet, que ça soit la couleur de peau, que ça soit, on va dire, qu'on soit un homme, une femme ou un transgenre, qu'on soit, on va dire, une personne de 20 ans comme une personne de 50 ans ou une personne de 70 ans. Bref, c'est vraiment à tous les niveaux, qu'on soit américain, ivoirien ou français. Pour toi, c'est la clé de la réussite d'une société, la diversité. Absolument. Après, pour éviter le syncrétisme, c'est pas parce qu'on dit diversité que on n'a pas de limite. Hmm. C'est-à-dire que quand on arrive dans un espace public ou privé ou professionnel, Ouais. il y a un contrat social. Ce contrat social veut que, aujourd'hui, chaque communauté représente une nation, en fait. Il y a la nation française. Il n'y a rien à dire, c'est que la nation française est nulle et divisée, à la différence des Américains qui sont dans du communautarisme. En France, on est dans l'assimilation. Pas de souci pour ça. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que même si on est dans l'assimilation en français a été forcée. Elle n'a pas été hyper volontaire. Même si des gens veulent se mentir, je ne suis pas sûr que les Bretons, ils étaient là, ils ont dit oui, ok, on va. La preuve aujourd'hui, ils défendent encore les intérêts. Les On est Alsaciens, fiers des couleurs, oui. Les voilà. Alsaciens encore plus, là, actuellement, ils veulent même être indépendants, avoir leur propre région. Là, c'est en débat en ce moment, ouais. Exactement. Donc, ça a été forcé. Donc, pour moi, toutes les communautés déjà représentent une nation. Pour moi, une nation, c'est d'abord, ça commence déjà par une communauté de personnes qui ont des symboles en commun, des valeurs en commun, un destin commun, un adversaire commun, une histoire commune. Ok. Donc, aujourd'hui, la France est une mosaïque de culture, une mosaïque de nations, en fait. Ce qu'il faut faire pour éviter des débats qui ne servent à rien ou des problèmes dans le débat social ou politique, parce que même en entreprise, il y a de la politique, en société, il y a la politique est partout. La politique, c'est des ensembles de règles, de bienveillance et de bonne conduite. Ouais. Il faut à un moment donné avoir une limite. Je prends un exemple, celui notamment qui est un sujet tabou aujourd'hui, celui du voile. Moi, au début, je me posais la question, mais pourquoi aujourd'hui le voile n'est pas accepté partout? Et j'ai compris une chose. Le voile peut être accepté, par exemple, et ça, peut-être les gens qui vont écouter ce podcast vont s'indigner, il n'y a pas de souci. Ouais, mais en tout cas, les commentaires sont faits pour ça. Exactement. Donc, le voile aujourd'hui peut être partout en France. Par contre, au niveau de la République, il pose problème. Pourquoi? Parce que les fondements de la République française restent quand même des fondements chrétiens. D'accord? Même si la France dit qu'elle est une nation laïque, etc., mais dans cette laïcité-là, les codes, vous prenez la loi française, les codes de conduite de la loi française s'inspirent énormément des codes bibliques ou chrétiens. Donc, du coup, certains ne sont pas cette chrétiens, mais sans le savoir, vont en fait appliquer un peu les fondements de ça. Et donc, le voile est un symbole. Aujourd'hui, si de manière unanime, les Français veulent que ce symbole-là soit dans la République, donc notamment dans les espaces de l'administration française, là, il n'y a pas de souci. Il faut tout simplement un référendum. Et si les Français votent et disent, voilà, nous, on veut ce symbole-là, le voile qui soit adopté, automatiquement, il est adopté. Le problème est qu'aujourd'hui, la majorité des Français ne le veulent pas. Il y a une minorité qui veulent. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce qu'on est vraiment sur la diversité, tu prônes la diversité. Donc là, en gros, si la plupart des Français veulent ça, toi, ta position, ça serait de dire, OK, si la plupart veulent ça, on fait ça comme ça, on continue dans ce sens? Exactement. Moi, je pense que que ça soit en entreprise ou en politique ou en famille, etc., c'est dès lors qu'on a un problème par rapport à un symbole, parce que c'est là qu'il y a confrontation. Si moi j'arrive par exemple dans un bureau, moi je suis d'origine ivoirienne, et quand j'arrive au bureau, si je viens au bureau et que je porte des vêtements de Côte d'Ivoire, il y a un problème parce que en fait, j'affiche trop en fait qui je suis. J'ai pas besoin d'afficher tout qui je suis parce que le fait déjà d'être
noir, le fait d'avoir un léger accent, ma culture, fait que même sans avoir des symboles visibles, on sait que je suis pas d'ici. Et on sait D'accord. que je suis progressivement en train de m'assimiler en griffe. Donc, moi, je suis pour plus de symboles moins visibles, parce que les symboles visibles, souvent, peuvent en fait enfreindre à la liberté de l'autre. D'accord. Et tu aurais d'autres exemples là, sur les symboles moins visibles? Bah, un exemple de symbole moins visible, c'est le point de vue, l'opinion, la manière de penser. Je prends un Ok. exemple. Si on doit développer un produit, allez, on veut développer un produit, il y a une marque de vêtements qui dit, bon, on veut lancer une nouvelle marque de vêtements pour toutes les femmes de toutes les tailles, de Ok. toutes les origines. Le problème, si c'est une équipe de femmes blanches et quelques blancs qui sont là, ou caucasiens, j'aime pas trop le thème blanc, j'aime bien le thème caucasien, de caucasiens qui se mettent ensemble et réfléchissent à un produit pour les Françaises et Français. Le problème, c'est qu'ils vont penser à la Française, bah, l'archétype de la Française, de la Parisienne, par exemple, qui en D'accord. général est une femme blanche et qui est fine et qui a un béret rouge. C'est Ouais, ça avec sa baguette. l'imaginaire, avec sa baguette. Sauf que cette Française-là, ce n'est plus cette Française-là d'aujourd'hui. Ce qui serait peut-être un modèle qui va essayer de rassembler toutes les personnes en une seule, c'est une métisse, par exemple. Ouais. Une femme métisse qui, bah voilà, comme elle est métisse, bah voilà, c'est un mélange de cette mosaïque de pas mal de choses et qui serait, pourquoi pas, ni trop mince, ni trop grosse. Et en fait, du coup, toutes les Françaises vont se reconnaître, en tout cas les Françaises qui veulent faire ce pas, vont se reconnaître en elles. Mais pour ça, pour penser à un truc comme ça, il faut une personne dans l'équipe qui n'est pas caucasienne, qui va venir avec sa vision, en fait. Donc déjà, la vision, la pensée critique, l'opinion, bah, c'est déjà un signe, c'est un symbole non visible de notre diversité, en fait. Exactement, ça me fait penser à des images. Là, j'ai pris l'avion de Montpellier pour venir à Nantes il y a quelques jours. Il y a une compagnie aérienne française, je ne vais pas faire de publicité moi non plus, qui avait des grandes affiches in the air. Je ne vais pas dire juste le mot avant parce que ça y est, toute la pub est faite. Mais ça n'empêche qu'il y avait une femme noire qui était présente. Et d'ailleurs, quand on va dans les aéroports parisiens, il y a en effet des femmes blanches, des femmes noires. Alors certes, elles sont relativement fines de manière générale, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver, même au niveau de, tu vois, alors moi je regarde pas la télé, mais je sais qu'il y a des émissions, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui mettaient en lumière et en valeur des femmes un peu plus fortes physiquement, et je trouve ça quand même relativement bien, c'est un gros pas déjà, et plus ça va aller, plus j'ose espérer qu'on ira dans ce sens. Aujourd'hui. Donc diversité, on est OK. Comment t'es arrivé dans la diversité? Comment t'es arrivé là-dedans? Malgré toi, comment t'es là? Alors, l'histoire, elle est simple, hein. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on arrive dans un espace public, il faut respecter l'autre. Donc, moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, bah, je m'habille comme je veux, quoi. Je m'habille en... Voilà. Mais quand je suis à l'étranger, bah, j'essaie de m'adapter à la culture du peuple. Local, Si ouais. je suis, je sais pas, à Dubaï, je vais m'habiller en djellaba, et puis voilà, parce que je suis avec des Émiratis, c'est comme ça qu'ils s'habillent, quoi. Je m'adapte. Donc, en fonction de mon environnement, je m'adapte. Et ce qui va faire mon identité, c'est ce que je suis à l'intérieur. C'est pas ce que je vais mettre en avant à l'extérieur, parce que ce que je mets en avant à l'extérieur peut peut-être agresser l'autre. Donc, je me mets à la place de l'autre. Ouais. Donc, mon histoire commence en Côte d'Ivoire. Donc, moi, en Côte d'Ivoire, à la base, je ne me posais pas des questions de est-ce que je suis noir, ce machin. Ouais. Je T'es suis un un être humain, voilà, humain, tu vois, citoyen. et citoyen, etc. Et bon, ça m'amusait souvent quand je voyais des expats. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand nous, on vient dans des pays développés, on est des immigrants, mais par contre, quand d'autres viennent immigrer chez nous, ils sont des expats. Bon, ça jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais bon, C'est anyway. encore un vaste débat qu'on pourrait enclencher, mais c'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à développer un projet. Ouais. Premier projet, un deuxième projet. Et mon deuxième projet, à Dans la l'époque, ça s'appelait... diversité ou peu importe Non, non un projet tout court s'appelait Social Spot, c'était dans le Wi-Fi.
où je voulais faire D'accord. en sorte Ok. qu'il y ait du Wi-Fi gratuit en Côte d'Ivoire. Ok. C'était un projet futuriste. Je voulais que, parce qu'ici en France, voilà, il y a du Wi-Fi gratuit un peu partout, grâce à Hmm. des boîtes, on ne dira pas encore le nom. Et moi, je voulais faire ça pareil chez moi en Côte d'Ivoire. Ok. Sauf que la culture startup n'était pas hyper développée à l'époque. On est en 2000, en 2012. Bon, Hmm. là, ça s'est amélioré un peu, mais on est encore à des années-lumière. Du coup, bah, quand on est ambitieux, à un moment donné, on commence à faire le tour du monde, on commence à Hmm. voyager. Donc moi, en voyageant, je commençais à présenter mon projet, à le pitcher. Sauf Ok. que quand je commence à le pitcher, et surtout en France, parce qu'à l'étranger, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, même mon séjour américain, parce qu'à un moment donné, j'ai vécu aux États-Unis justement pour développer ce projet-là là-bas, ce Ok. qui a permis à ce que Donc aux États-Unis, j'ai découvert la notion de communauté. Pas la diversité, mais les communautés. J'ai vu que bah, les gens vivent en communauté, etc., etc. Donc moi, ça m'a agréablement surpris. Ça m'avait pas gêné du tout. Au contraire, ça m'a arrangé dans le fait que bah, ce Americana, ce rêve américain, il y a des moments, il y a des choses qui sont fausses, mais il y a des choses aussi qui sont vraies. Et donc quand j'arrive en France, parce que l'aventure américaine, bah, finalement, je peux pas m'installer aux États-Unis, parce que mon but c'était de m'installer définitivement Ok. aux États-Unis. Donc je pouvais pas, donc il me fallait un compromis. Le compromis, Hmm. c'était être en France et faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Ok. C'est plus facile pour moi d'être en France et aller aux États-Unis que d'être en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Faire des Hmm. allers-retours, parce que le billet d'avion, bien sûr, il est moins cher. Bref. Donc Mais du il coup, y a je des viens choses, en effet, factuelles. exact actuel. Donc je viens en France, je commence à pitcher mon projet et quand je pitch mon projet, on me ramène toujours à alors sous ces spots, c'est un projet pour l'Afrique. Ben non, c'est un projet pour certes qui a commencé en Afrique, mais l'ambition c'est que il soit global. Ok. Et à Je chaque vois. fois qu'on me ramène à ça, on m'envoie bouler des petits mots déplacés comme ça. Ouais, bah ton projet il n'est pas pertinent ou je comprends pas ton projet. Ah ton projet je comprends pas. Ah je comprends pas. Pourtant en fait je disais les mêmes choses, les mêmes codes, les mêmes trucs que je voyais à la télé avec des incubateurs, des accélérateurs qui font des vidéos, etc., etc. Bon là on peut quand même citer par exemple The Family qui font des Hmm. choses assez intéressantes. Et bah, je disais les mêmes codes, mais on m'envoyait bouler, quoi. Je me D'accord. suis posé la question, pourquoi, en fait? Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que c'est machin, etc. Et j'ai compris que non. Tomber dans le piège du racisme, pour moi, c'est trop facile. Moi, je vais plus loin. Et j'ai Hmm. compris que finalement, il y avait des biais, en fait. Il y Ok. avait des biais et qui étaient renforcés souvent aussi par des gens de ma communauté. Mhm. Et donc, il fallait que moi, je les déconstruise. C'est là que je tombe dans la diversité. Et du coup, pour résoudre mon problème à moi de ma startup Social Spot où j'ai finalement pas pu lever des fonds et donc j'ai arrêté parce que bah, j'étais dans les télécoms. Un projet dans les télécoms, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. C'est Et une ouais. startup, mais télécom, c'est pas pareil que l'ancien un SaaS. Et SaaS, c'est pour clair. rappel, c'est un software as a service, donc un logiciel en ligne. Hmm. Et donc, je tombe dans ça et c'est là que je crée ConnectX. Et ouais. ConnectX, ma startup, comme connecter X pour le carrefour des possibles. Et le but de cette boîte-là, c'était et c'est toujours le cas, de connecter les talents numériques avec les entreprises. Mais au-delà de connecter les talents numériques et les entreprises, c'est la mission de ConnectX, c'est vraiment include people at scale, donc inclure les gens à l'échelle. Comment Hmm. faire en sorte que de plus en plus de gens soient inclus dans tout ce qu'ils font. Et c'est là que j'ai décidé de maintenant mettre en place une narrative, mais qui a Hmm. commencé au début par l'extérieur, mais progressivement, j'ai travaillé aussi l'intérieur parce que souvent on parle d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord prendre les choses en main. Et pour prendre les choses en main, il faut se prendre en main. Et ouais. Il faut toujours commencer par soi. Et bien dans ce sens, je vais y rebondir, mais comment toi tu ferais ou quels sont tes conseils pour que les gens puissent davantage prendre déjà soin d'eux et surtout se prennent en main davantage? Alors, très intéressant cette question. Très grande, très ouverte, mais bon. Oui, absolument. Alors, bon, aujourd'hui, c'est facile pour moi parce que j'ai fait tout le parcours. Quelqu'un qui n'a pas fait le parcours, effectivement, ça va être compliqué, ça va être dur. La première question à se poser, c'est se dire, alors, comment, comment en fait, comment développer sa narrative en fait? Comment développer sa narrative? La narrative, c'est le why, le fameux pourquoi. Pourquoi?
pour espace quoi? Pourquoi je fais tout ça? Ma mission quelque part, c'est ça, hein? C'est ça. Pourquoi? Après, le problème, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font pour voir, et il y a ceux qui voient pour faire. Ceux qui voient pour faire ont ce qu'on appelle la vision, ce sont des leaders empathiques, qui voient, des exemples de leaders empathiques, Steve Jobs, qui voyait beaucoup le futur et qui était beaucoup dans l'onérisme, qui avait une grande imagination. Et il y a d'autres types de profils un peu qui sont dans l'action. Général de Gaulle. De Gaulle, c'était pas forcément un grand visionnaire, mais c'était quelqu'un qui était dans l'action, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup, et c'est parce qu'il a fait beaucoup qu'à un moment donné, il a commencé à se projeter pour avoir un projet commun pour la France et ses ex-colonies. Ouais. Et pour moi, la première question à se poser, c'est de se dire, OK, pourquoi? Et maintenant, dans ce pourquoi-là, définir quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne qui est dans le faire, donc maker, ou est-ce que vous êtes dans le voir? Donc, je vais dire... dans la vision, une projection. Visionnaire. Okay. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais visionnaire. Et donc, maker, visionnaire. Or visionary people. If you maker people or visionary people, dépendamment de qui vous êtes, vous allez soit voir ou soit faire. Et donc, en fonction de ça, maintenant, vous allez, en faisant, vous allez, rappelez-vous déjà ce que vous faisiez quand vous étiez gamin. Parce que qui nous sommes, le pourquoi de ce qu'on fait sur Terre, ça commence par qui on était quand on était gamin. Parce qu'on reçoit quelque chose au début, d'autres vont parler de divinité, de Dieu, d'ancêtre, d'énergie, de quantum, peu importe, le même mot pour la même chose, il y a une semence, un seed, comme on dit en anglais. Ouais. Et donc, moi, quand j'étais gamin, par exemple, moi, quand on me donnait un jouet, j'aimais démonter le jouet. Et je ne m'intéressais pas au jouet en lui-même. Qu'est-ce qui était à l'intérieur du jouet? Les circuits intégrés, comment ça fonctionnait. Et je m'amusais, en fait, quand je les démontais, à les remonter. Pour certains, ça remarchait, pour d'autres, ça ne marchait pas. D'accord. Donc un maker. Un doueur, un mec qui faisait. Voilà. Et j'aimais aussi, j'aimais aussi me raconter des histoires. Genre, j'aimais m'inventer une vie, etc., etc. Et aussi, j'interprétais les rêves de mes parents. J'interprétais le rêve de ma mère, mes sœurs. J'ai jamais interprété celui de mon père, parce qu'il m'a jamais parlé de ses rêves, mais je pense qu'un jour, il me dit, papa, tu t'as déjà rêvé un jour? Bon, j'ai demandé une fois à ma mère, elle m'a dit oui. Ouais, lui, il ne m'a jamais répondu, donc je lui ai demandé, tes rêves, maintenant, tu me les racontes. Parce qu'il raconte ses rêves à ma mère, mais il ne m'a jamais parlé de ça. Mais ma mère, souvent, me racontait ses rêves, mon père et mes sœurs aussi, et j'interprétais leurs rêves, en fait. C'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et donc, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire du code, etc., à faire de l'informatique, etc. Et donc, comme j'étais en train de faire, j'ai commencé à voir. Sauf que je voyais aussi à l'époque, mais je ne percevais pas ce que je voyais, puisque interpréter des rêves, en fait, c'est déjà voir. C'est la cathétie, la plupart des visionnaires, c'est des gens souvent qui ont des prémonitions, ou soit ils savent interpréter des rêves, soit des prémonitions. Et ça, j'en avais beaucoup quand j'étais gamin. Et donc, sauf que j'avais pas la capacité à développer ça. Donc, j'ai commencé, en fait, à me concentrer sur, à comprendre un peu la recette, parce que quand on commence à définir le pourquoi, donc, je suis sur Terre, pourquoi, quelle est ma raison d'être, etc. Il y a certains qui vont découvrir d'eux-mêmes, et il y en a d'autres qui vont recevoir, en fait, une instruction qui vient d'une énergie, ou qui vient d'une source externe. Moi, c'était mon cas. À un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit, écoute, toi, ta mission, ça sera en fait d'impacter les gens via l'informatique, via le numérique. D'accord. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, à écouter T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans. Oh, ok. Interprétation des rêves, tout ce que j'ai dit quand j'étais gamin, c'est entre 3 et 6 ans. La légende urbaine veut que quand j'avais 0 à 3 ans, je ne parlais pas. Et que de 3 ans, à partir de 3 ans, j'ai parlé, je ne me suis jamais arrêté. Ça s'entend. Effectivement. Et donc, du coup, j'ai entendu cette voix-là. Et cette voix-là, en fait, m'a drivé en fait, tout le reste de mon parcours. Parce que tout le reste de mon parcours, tout ce que j'ai commencé à faire, je l'ai vu, en fait. Et j'ai commencé à me dire, OK. Donc, j'ai fait de la projection. J'ai dit, OK, sur les 10 prochaines années, je vais faire ça.
Et tous D'accord. les rêves, tout ce que j'ai dit, toutes les intentions que je me suis fixées, et à l'époque, je ne connaissais pas le développement personnel, hein. Mmh. J'ai commencé à faire du développement personnel sans le savoir, en fait. J'ai fait D'accord. des intentions, j'ai dit, OK, dans 10 ans, je vais faire ça, dans 10 ans, je vais faire ça. Et j'ai accompli tous mes rêves. Moi, j'avais dit, j'allais faire créer ma boîte à San Francisco, devenir conférencier international, parler anglais, organiser des événements dans la Silicon Valley avec des acteurs du numérique, interviewer des gens d'une certaine renommée, Guy Kawasaki, Mathieu Stéphanie, tous ces gens-là. Donc, parce que un autre truc qu'on ne comprend pas, c'est que quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, ou même si on ne sait pas, mais quand on essaie de se fixer un objectif, donc comme on dit en anglais, on set a standard, c'est-à-dire qu'on fixe un objectif, on ne sait pas Mmh. où on va, mais on fixe un objectif, ça nous permet d'avoir à la fois un ancrage, mais aussi une destination. Bien sûr. Hyper important d'avoir en tout cas, moi, je le pense, une deadline. Toi, tu penses quoi vis-à-vis de ces deadlines? Est-ce que tu dis, bah tiens, c'est bien de l'avoir ou pas du tout? Tu dis, bon, ok, j'aimerais faire ça dans ma carrière et puis voilà, Inch'Allah, comme certains peuvent le dire. Oui, non, je suis totalement d'accord. C'est important de fixer une date. Pourquoi? Parce que quand on ne fixe pas une date, fixer une date, c'est une intentionnalité, en fait. C'est une intention. Hmm. Et derrière l'intention, il y a une énergie. Ouais. Et l'intention, c'est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'attention est une énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mhm. Et ces deux éléments-là sont les valeurs les plus importantes dans l'économie de la connaissance. J'en parlerai plus tard. Mais pour moi, quand on fixe un objectif, on fixe une intention. Et donc, quand on fixe une intention, on fixe une date, Hmm. même si on sait très bien qu'on ne va pas atteindre l'objectif dans cette date-là, en fait, ça va nous forcer à dépasser nos limites et à sortir de l'inconfort. Parce que c'est dans l'inconfort qu'il y a le confort. Hmm. Bien Je sûr. répète, c'est dans l'inconfort qu'il y a le confort. Et donc, moi, je suis d'accord avec ça. Et donc, moi, j'ai fixé des intentions, des objectifs, comme tu l'as dit là. Et au fur et à mesure, bah, à un moment donné, j'ai atteint mes objectifs. Donc, je suis passé du why au comment, au how. Et puis maintenant, au when. Donc, avec, c'est le quand. Quand? Et puis, Ouais. avec le who, c'est-à-dire qui sont ces personnes-là que je mets autour de moi pour réaliser ma mission, en fait. Hmm. Même si la narrative n'est pas claire, mais plus je vais m'entourer de gens, plus ça va commencer à être clair. Le fait de m'entourer de gens comme Guy Kawasaki, l'interviewer, même le travail que tu fais, m'interviewer, etc. Parce que les gens ne se rendent pas compte, il y a beaucoup de gens, de podcasteurs, j'entends aujourd'hui, ils veulent faire du podcast pour de la gloire, pour de l'argent, etc. J'étais Hmm. dans cette team-là au début. Et après, je me suis dit, en fait, je m'en fous du nombre d'écoutes. Je m'en fous du nombre d'argent que je vais gagner avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres que je vais faire. Hmm. C'est les personnes que je vais faire. J'ai peut-être pas le podcast le plus écouté dans la francophonie, mais par contre, en termes de qualité de personnes qui sont passées chez moi, je fais partie des rares podcasts à avoir fait passer des gens comme Guy Kawasaki. Il ne passe pas dans tous les podcasts, ou Mathieu Stéphanie, etc. Des gens hyper intéressants. Et même, il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens hyper connus. Parce que je trouve qu'aussi, on doit valoriser même ce que moi j'appelle des zéros anonymes. C'est des gens qui ne font pas forcément des stars, mais c'est des gens qui font un travail colossal et qu'on ne va jamais voir et jamais entendre. Et justement, moi, je m'intéresse aussi de plus en plus à ce genre de personnes. Et donc, la somme des rencontres qu'on fait va nous permettre aussi progressivement de sortir du statu quo pour aller vers le statut. On a un statut à développer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la diversité, on voit le lien avec la diversité, c'est que plus j'ai fait ces rencontres-là, plus j'ai parlé avec des gens, plus j'ai défini mes objectifs, ça m'a permis maintenant de définir en une phrase, ça m'a pris 10 ans, en une phrase, ma mission qui est Include People at Scale. Cependant, ce n'est pas parce que ça m'a pris 10 ans qu'aujourd'hui, une personne, en moins d'une semaine, en moins d'un jour, ne peut pas définir. Parce qu'en fait, il y a un modèle pour définir une narrative. Le modèle, il est simple, j'ai arrêté de parler sur ça. C'est fixer une intention, fixer une attention et s'entourer des bonnes personnes. L'intention, c'est je veux découvrir ma mission de vie. L'attention, c'est commencer en fait à regarder des contenus ou écouter des contenus ou toucher des contenus, donc tout ce qui est média et médium, autour de cette intentionnalité-là. Et donc, plus je vais augmenter la probabilité, parce que c'est une question de probabilité, hein, donc si j'écoute par jour, toi par exemple là tu regardes pas la télé, donc c'est bien, ça veut dire que donc ton temps d'attention il est grand. Donc ça veut dire que ce temps d'attention-là, si tu le consacres à, par exemple, à des podcasts, à des contenus, à la lecture, à la méditation, à des choses qui vont te permettre de te rapprocher de cette intention que tu as fixée, bah, tu vas accélérer, parce qu'il y a le principe de décélération et accélération dans le développement personnel.
Ouais. bah, tu vas accélérer en fait ton parcours. Au lieu que ça fasse 10 ans, bah, tu peux faire ça en une semaine, en un mois, etc. Et Et puis exactement. l'entourage, plus tu vas t'entourer de bonnes personnes, bah, plus tu vas pour aller plus loin, plus proche de ta mission, plus tu vas t'entourer de mauvaises personnes, plus ça va moins se réaliser. Et c'est Te pour ça que la freindra. diversité, Mm. c'est important parce que si tu es dans l'entre-soi, bah, c'est normal qu'à un moment donné, tu aies trop de pression et que finalement, le taux de pression qu'est la dépression. Si Mm. aujourd'hui, il y a un taux énorme de burn-out, c'est parce que les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils sont trop entre eux et ils pensent qu'être entre soi, c'est bien. Hmm. Je suis complètement avec toi et tu fais vraiment le pendant psychologique, l'intention et tout ce qu'on va enclencher derrière. Moi, j'aimerais parler aussi du pendant un peu plus physiologique, biologique, neuroscientifique, qui est que on a une petite partie de notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. En gros, lorsque je pose une intention du fait, pour faire un schéma très basique, très simple, mais compréhensible de tous, je veux une Ferrari rouge. Quoi que les Ferrari, on n'en a pas tous les jours partout. Mais on va dire je sais pas, une 208 rouge. Et bien en fait, on va voir cette 208 rouge partout. Parce qu'on aura mis une intention sur cette fameuse 208 rouge que l'on veut acheter. Et donc, on va la voir partout. Et bien en fait, à partir du moment où on comprend que, à partir du moment où je sais ce que je veux, j'ai le big why, je pose cette intention avec potentiellement une deadline, et c'est là que ça accentue et ça accélère l'intention et le développement de soi. Et ben c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment se décupler, atteindre nos objectifs, nos rêves, notre destinée, pour impacter un peu plus notre quotidien, notre entourage, voire même plus largement. Ouais, je suis d'accord avec Absolument. toi. Absolument. Absolument. C'est passionnant. J'ai envie de dire, tu vois, aujourd'hui, on parle de responsabilité sociétale et environnementale ou sociétale des entreprises, de RSE, on parle d'inclusion, on parle de diversité de plus en plus. C'est même marketé parfois. D'un point de vue purement concret, dans une société, dans une entreprise, comment toi, tu mettrais plus de diversité? Ah, j'adore cette question. J'adore cette question parce que moi, ça fait 10 ans que je suis sur les diversités. Hmm. Donc, ça a commencé déjà. Et c'est là que c'est là qu'on se rend compte que finalement, tout est à l'intérieur. Moi, il y a 10 ans de cela, j'ai lancé une association qui existe toujours en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Amazon du Web, pour D'accord. former les femmes au numérique. Parce que j'ai ma mère qui s'y connaît pas trop en numérique et je me suis dit, en fait, si moi, ma mère m'avait formé au numérique, parce que les mères, c'est qui éduquent plus les enfants que les pères, Hmm. bah, peut-être que je serais encore plus fort, plus grand en informatique. Et je me suis dit, par rapport à elle, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est elle qui m'a inspiré, que j'ai fait cette association, qui n'est plus gérée par moi, c'est géré maintenant par des femmes. Et ça fait Hmm. 10 ans. On a formé plus de 3000 femmes au numérique en Côte d'Ivoire. D'accord. Et, euh, puis par la Hmm. suite, Connectis. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise, comment elle peut mettre en place de la diversité? Je vais commencer par quelque chose de basique. Les repas. Les Ok. repas. On est une entreprise située dans le 15e ou le 7e arrondissement. On a des collaborateurs qui viennent un peu du monde entier. Hmm. On a dit, OK, vous savez quoi? Bah, chaque fois, les midis, chacun de vous vient avec une spécialité de son pays d'origine. Ou de si le mot pays peut poser problème, bah, de sa région. Parce que le Mhm. mot région pose pas problème. Ouais. Bah, chaque midi, venez avec vos plats de chaque de vos régions et on va le partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plats sont là et on ne va pas juste choisir des plats qui nous intéressent. Non, non, non. On va aller découvrir les plats qui ne nous intéressent pas, les saveurs qui ne nous intéressent pas, les odeurs qu'on ne supporte pas. Ces situations d'inconfort va permettre en fait de découvrir les autres. Hmm. Et c'est un repas, donc il y a une table. Moi, c'est l'image que j'ai, une belle table blanche comme ça, ou d'autres couleurs, on s'en fout. Une table longue. Au bout, d'un bout, on a peut-être la directrice, le directeur, et puis de l'autre bout, on a un des collaborateurs qui est au bout. Et puis sur les côtés, on a tous les collaborateurs qui sont assis au même niveau. Et puis on mange et on Hmm. partage, on discute. Bah, ça, déjà, c'est un premier pas pour favoriser la diversité en entreprise.
Parce que déjà, sur les histoires de repas, il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont peur de réchauffer leurs plats, surtout des gens qui viennent des pays émergents parce que c'est souvent très épicé. Ouais. Et souvent, il y a des gens qui se plaignent, ils vous entendent des remarques déplacées, tout simplement parce qu'ils Souvent, viennent avec. c'est des croyances limitantes également, des fois. Hein. Exactement. Deuxième action concrète pour la diversité, des sessions de formation sur les politiques de diversité. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent le management interculturel. Faux. Ils ne le maîtrisent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Troisième type d'activité concrète qu'on peut faire, c'est des sessions de team building. Si on fait des sessions de team building avec une bonne intention, parce que le problème en soi, ce n'est pas les outils, team building, etc. C'est l'intention qu'on mène derrière. Tout à l'heure, tu disais que de plus en plus, on parle d'inclusion, diversité, écologie, etc. Le problème, c'est que la plupart des gens qui mettent en place ces initiatives n'ont pas une bonne intention. Ils veulent faire soit du marketing ou soit se donner bonne conscience. Donc, l'énergie qui est derrière est mauvaise. Donc, à la réception, quel que soit le team building qu'on va faire, parce que le team building a pour but de faire quoi? De créer en fait une communauté. Parce que créer du lien. Quand on prend les peuples anciens, c'était quoi? Les humains, à la base, on est des êtres qui croient aux histoires. Donc, une entreprise peut créer une histoire avec des systèmes de valeurs. Et dans une tribu, on a toujours des druides, on a toujours des chasseurs, on a toujours des forgerons, on a toujours des cuisiniers, etc., des pêcheurs. Mais chacune de ces images-là... Astérix et Obélix sort de ma tête. Je suis gaulois, hein, je suis breton et je suis un grand fan d'Astérix et Obélix, mais voilà. Bah seulement, c'est comme si c'était dans ma tête parce que je ne l'ai pas dit, mais quand je prenais par exemple cette allégorie, j'ai une présentation d'ailleurs où je mets ces différents personnages, je pensais à ça, je pensais à Astérix et Obélix, et aussi je suis un fan aussi comme toi. Et donc, quand on commence à faire ça, on réunit en fait dans ce team building, c'est pas juste un team building, mais on va réunir en fait tous les membres de l'équipe autour d'un objectif commun, d'une histoire commune, d'une destinée commune, d'une allégorie commune. Et puis maintenant, on va commencer à créer des castes. Vous voyez, on va commencer à créer des familles. On peut mettre un jeu, c'est un peu comme le jeu des 7 familles. Tu vois, j'ai une carte ici qui illustre bien le jeu des 7 familles. Tu vois, j'ai eu la chance de participer à un jeu. Et là, moi, ma famille, c'est la famille des gourmets. Tu vois. Et donc, j'ai gardé cette carte-là parce que quand j'ai fini une session avec des gens, chacun a gardé sa carte. Donc, demain, si je reviens, je vais dire, où sont les gourmets? Et on va se revoir encore. Donc, on croit aux histoires. Donc, s'il y a une bonne intention qui est faite et qu'il y a un jeu de rôle qui est fait, automatiquement, les gens vont y croire et ils vont commencer en fait à mettre une intentionnalité. Troisième petit exercice pour favoriser la diversité, je vais arrêter. C'est les fameux conseils d'administration. Le problème aujourd'hui, en France, beaucoup de gens disent qu'ils font la diversité. Beaucoup de gens proclament qu'ils ont engagé des responsables de diversité. Mais moi, j'ai un problème. C'est que la plupart des responsables de diversité sont en général des caucasiennes blondes aux yeux bleus. Comment une personne qui ne sait pas les problèmes Oui, on va me dire c'est une femme, mais être une femme blanche en France, c'est pas pareil qu'être une femme noire, handicapée et musulmane. Dans ce cas, ce qu'on appelle le phénomène d'intersection. Donc, plusieurs phénomènes d'inégalité, de diversité en une seule personne. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'au conseil d'administration, c'est-à-dire que quand on est dans des entreprises, plus on monte dans les postes à décision, plus c'est blanc, ou plus c'est noir, ou plus c'est arabe, ou plus c'est machin. Si vous êtes dans l'entre-soi, forcément, vous allez créer une entreprise qui est communautaire, mais si vous voulez créer une entreprise qui est globale, universelle, il faut aussi qu'au conseil d'administration, il y ait cette représentativité. Soit avec des exécutifs, ou soit si vous n'êtes pas l'exécutif, pas de souci, vous mettez en place ce qu'on appelle des groupes de réflexion. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, parce que les gens disent aux États-Unis, c'est ailleurs. En Angleterre, même pas tous les pays scandinaves, mais dans quelques-uns, on a en fait des groupes par communauté. Bon, la communauté afro,
la communauté des femmes, la communauté des gays. Et chacune de ces communautés-là, c'est comme des chefs de tribu, ont leur en fait, droit de siège au conseil d'administration. Et donc, ce qui fait que dans les prises de décision de l'entreprise, comme chacune des communautés, des sous-communautés de l'entreprise sont représentées, ils peuvent en fait faire valoir leurs droits, leurs devoirs, leurs remarques, leurs avis, leurs commentaires et se sentir valorisés. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans des entreprises et qu'ils ne disent rien que tout va bien. Ils ne disent rien parce qu'ils ne peuvent pas parler, de toute façon, et qu'en plus, ils n'ont que ça. Mais je vous promets que dès lors qu'ils vont trouver mieux, ils vont partir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, on a deux phénomènes. Hein. C'est celui de l'absentéisme au travail, ou bien des gens qui ne viennent plus, ou des gens qui partent. Qu'est-ce que tu penses du quota? Tu vois, en France, on est en train de mettre en place, voire même depuis quelques temps maintenant, des quotas pour l'égalité femmes-hommes, pour avoir plus voilà, d'égalité dans les boards, donc on va dire en haut de l'entreprise. J'ai pas le terme, le bureau de l'entreprise, en tout cas avec les différents, le CEO et tous les directeurs, tout le directoire. T'es pour ces quotas-là? On a des quotas aujourd'hui d'égalité pour l'égalité femmes-hommes. À ma connaissance, il n'y a pas d'égalité justement de couleur, d'égalité de. T'es pour tout ça, toi? Ah oui, moi je suis pour tout ça. Moi, je suis pas forcément l'égalité des couleurs, mais au moins l'égalité hommes et femmes, et puis l'égalité des sous-communautés. Les quotas. T'es pour les quotas? Oui et non. Ok. Oui, parce que en fait, mémotechniquement, on n'a pas besoin de quotas. Mais force est de constater que beaucoup de gens ne veulent pas. Et donc, si on ne met pas en place des quotas, on va se confronter à quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir le faire. Donc, le quota, pour moi, ça doit être une politique, ça doit être un projet de loi. Ça doit être un projet de loi ou un projet d'entreprise dans les conditions réglementaires. Et c'est là. Sauf que, et ça, j'ai mis une petite nuance, je ne suis pas très fort, mais je vais essayer, une nuance, c'est que on laisse le choix, en fait, à chaque entreprise d'organiser en fait sa répartition de groupe. S'ils disent qu'ils préfèrent que ce soit un ratio homme-femme, un ratio machin, ils le font comme ils veulent, mais in fine, il faut que de manière unanime, que via un système de vote, où tous les collaborateurs, on leur présente le format, on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette et de manière anonyme, parce que si ce n'est pas anonyme, ils ne vont pas vouloir s'afficher, mais de manière anonyme, est-ce que vous êtes d'accord avec l'organigramme de l'entreprise tel qu'il est? Est-ce que vous vous sentez tous représentés dans cet organigramme-là? Et si les collaborateurs disent oui, automatiquement, on va sur ça. Par contre, si une entreprise ne fait pas ça, ce processus un peu démocratique en entreprise, de laisser le choix aux collaborateurs de savoir s'ils sont en accord avec le système d'organisation de l'entreprise, automatiquement, ils tombent sous le sceau de la loi du quota. C'est-à-dire que, comme ils ne l'ont pas fait, finalement, ça va être le ministère de la diversité qui va finalement le faire pour eux. Et puis maintenant, ils payent une amende. Et puis de deux, on fait finalement un organigramme pour eux et ils sont obligés de le respecter. Et donc, c'est bien parce que d'un côté, tu as le choix. Par contre, si tu ne le fais pas, tu tombes automatiquement sur une loi. Au lieu que ça soit un truc qui est imposé et qu'on ne laisse pas le choix aux gens de faire en fait une vraie politique de diversité transparente avec un système moins descendant sur l'administration de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est sur des entreprises très triangulaires. Pour moi, il ne faut pas forcément aller moi, je ne crois pas aux entreprises libérées. Je ne crois pas aussi au système pyramidal. Je pense au mix des deux. C'est-à-dire qu'on a un système quand même, on sait qui fait quoi, donc c'est par palier. D'accord, donc il faut quand même un leader qui lead et qui a une vision, qui embarque une communauté. Voilà, et maintenant par palier, on a des guildes. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais des communautés, des petites communautés, des groupements de personnes. Voilà, des groupements de personnes. Et en fait, dans ces groupements de personnes, il n'y a pas de chef. En fait, il y a un collectif d'anciens, pour revenir un peu à la tradition, il y a un collectif d'anciens, soit anciens de l'entreprise, anciens par rapport à leur âge, tout simplement, et qui vont, en fait, un peu un collège d'anciens qui vont décider un peu ensemble de ce qui concerne leur communauté ou leur business unit. Et en fonction des décisions, ils font des retours à l'administration, mais ils sont assez autonomes.
On le voit avec certaines startups. Bon, je pourrais quand même citer parce que si on ne le cite pas, on ne pourra pas comprendre. C'est le cas de Google. Aujourd'hui, Ouais. Google fonctionne comme ça. Si aujourd'hui, ils arrivent à accélérer leur croissance, c'est parce qu'en fait, il y a un côté très pyramidal, mais chacun des business units sont Mhm. assez interdépendants. Par exemple, la section Gmail se Et ouais. développe un peu comme une micro-startup parce qu'ils sont indépendants. Après, Et ils ouais. font quelques rapports, quelques retours, etc. Mais dans les faits, c'est un peu un système solaire, quoi. C'est-à-dire que c'est un écosystème. On C'est n'est une pas dans entreprise dans une entreprise. exactement. On n'est pas dans une pyramide ou soit dans du tohu-bohu. On est Mm. dans l'écosystème. Pour moi, l'entreprise libérée, c'est du tohu-bohu. Mm. L'entreprise avec un système d'organisation pyramidale, c'est une pyramide. Par contre, une entreprise qui mélange les deux modèles, le système de node et le système de pyramide, bah, Ouais. automatiquement, on rentre dans ce qu'on appelle un écosystème. Et donc là, on crée une chaîne de Mm. valeur, une chaîne de croissance, parce qu'on a toujours travaillé en chaîne. D'où l'histoire aujourd'hui de revenir à la base avec la blockchain. Quand on parle de blockchain, c'est juste qu'on revient à la base. La base Ouais. des bases, c'est la chaîne. On a toujours travaillé en chaîne, on a toujours travaillé en satellite, en écosystème. Yes. Bon, on a pas mal échangé. Alors, j'aurais d'autres questions sur la diversité, mais j'aimerais qu'on évoque d'autres sujets que tu aimes parler. C'est le travail de demain. Mine de rien, bon, la diversité fait partie de cette sphère. Comment vois-tu le travail de demain? Et si tu peux orienter voilà, notre podcast à trois grands piliers, c'est la performance de manière générale, individuelle, collective, le bien-être des collaborateurs et la santé. Comment vois-tu, toi, le travail de demain, peut-être avec un biais des nouvelles générations, ou bref, peu importe, comment toi tu vois tout ça? Comment tu vois le travail de demain? Ok, je vais faire un petit cocktail là qui va être assez intéressant pour tes auditeurs et pour toi-même. Hâte de le Mon avis. déguster. Ouais, on s'hydrate un peu, là c'est la mi-temps. Absolument. Pour moi, en fait, le monde de demain va être le suivant. J'ai pas de boule de cristal, c'est vrai, mais il y a un exercice qui est assez intéressant pour définir et voir le monde. J'ai commencé à travailler sur ça parce que à la base, je vous l'ai dit, je suis visionnaire, etc., etc. Et donc maintenant, j'ai développé une méthode qui existe déjà, hein, qui s'appelle le future design. Aujourd'hui, pour pouvoir définir le monde, anticiper le monde, mettre en place des modèles positifs, il y a trois scénarios en général. Il y a le scénario utopique, donc c'est un scénario où tout va bien, tout est beau, tout est Tout est cool, rose, tout est bref. rose. Il y a le scénario dystopique, et il y a donc, où tout va mal. Et Ouais, puis il y a le tout est scénario... noir. Tout est mort, voilà. Et puis il y a le scénario... Excuse-moi. C'était fait presque exprès au niveau du jeu de mots, mais bon. C'est moi pour j'aime bien. t'embêter, c'est pour t'embêter. Et puis il y a le scénario utopique, qui est le mélange des deux. Moi je suis fan des scénarios utopiques. Et donc dans ce scénario utopique, voilà ce que je pense pour le futur du monde du travail. Première chose, premier sujet hyper important pour le monde de demain, c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Quand l'humain a décidé de pouvoir automatiser les tâches, donc industrialisation, d'accord, mais bien avant même l'imprimerie est précurseur de l'industrialisation. Gutenberg décide, bah voilà, il veut plus écrire à la main des écrits, et donc il veut diffuser en masse la connaissance et surtout les saintes écritures, et donc il crée une technologie qui va finalement démocratiser, accélérer la connaissance jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à l'industrialisation. C'est la même recette. Pour revenir au débat de la question de développement personnel, etc., qu'est-ce qu'on veut faire, etc., j'ai parlé de modéliser la diversité. Donc, si on veut modéliser en fait le monde du travail, qu'est-ce que c'est le monde du travail de demain? C'est exactement ça. Quand l'humain crée l'intelligence artificielle, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, les algorithmes sont dangereux. Oui, il faut faire attention. Mais en soi, ce n'est pas les algorithmes qui sont le problème. C'est l'éthique, c'est l'humain. Parce que à chaque fois, l'humain a souvent de mauvaises intentions. Donc, l'intention qu'il va mettre dans les algorithmes peut aboutir à quoi? De l'exclusion ou à un manque de diversité, même dans les algorithmes. Mais, donc pour moi, l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles vont nous permettre demain de travailler plus vite et d'être plus créatif. L'humain est flemmard. L'humain n'aime pas les tâches répétitives. Vous prenez quelqu'un qui fait du marteau-piqueur pendant 10 ans, même déjà pendant 1 an, rendez-vous 1 an, vous allez voir comment il va être. Psychologiquement et physiquement, ça c'est clair. Exactement. Donc,
les tâches répétitives sont pas bonnes. Elles détruisent l'humain. Donc, ce qui est intéressant à l'intelligence artificielle, elle nous permet en fait de nous débarrasser des tâches répétitives pour nous concentrer sur les tâches créatives. Mais attention, il ne faut pas laisser tout aux intelligences artificielles. C'est pour ça qu'à un moment donné, les intelligences artificielles peuvent faire des tâches répétitives, mais pour moi, il faut à un moment donné, pour décider, ne pas laisser les intelligences artificielles décider. Il faut que ce soit les humains qui décident. Il faut que ce soit les humains qui ont le dernier mot. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines boîtes, il y a des algorithmes aujourd'hui qui décident sans les humains. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est hyper dangereux. Donc il y en a même qui travaillent entre eux, qui communiquent entre eux, et où on a même des difficultés à savoir ce qu'ils se sont dit. Mais... Exactement. Deuxième sujet qui va être hyper important pour le monde de demain, peut-être là je vais prendre un peu l'angle, un peu écologie entre les collaborateurs et puis écologie même au niveau de notre environnement. C'est une technologie, la blockchain. Ce qui est intéressant avec la blockchain, on résout plus ou moins le problème de la confiance. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la blockchain, est-ce que tu pourrais nous faire une définition claire, simple là-dessus? Okay. Pour moi, la blockchain, c'est de manière très simple une technologie, un réseau, un ensemble de protocoles, donc un peu comme une route. Hein, quand on arrive sur la route, il y a des autoroutes, des petites voies, etc. Donc imaginez ces petites routes, ces grandes routes, ces voies, etc. Que ça soit ça, ce réseau blockchain. Mais à l'intérieur de ces réseaux-là, il y a bien sûr des choses, des voitures qui se déplacent. Ça, ce sont les informations. Ces informations-là vont être à un moment donné cryptées. Donc, on parle de tokenisation. Donc, pour moi, la blockchain, c'est ce savant mélange, le millimélo entre des autoroutes d'informations, un système de sécurité qui est les tokens, et qui permettent à un moment donné, quand on envoie une information, qu'elle ne soit pas duplicable et qu'elle soit aussi non piratable et surtout de confiance. Ok, ouais. Donc, en une phrase, imaginez que la blockchain, c'est une autoroute d'information où on diffuse des informations, mais que ces informations, on ne peut pas les reproduire et on ne peut pas aussi les pirater. Ok. Voilà, tout simplement. Je n'aurais pas fait mieux. Je ne sais pas si c'est bien, c'est clair. Je pense que les gens ont pu comprendre que c'était quelque chose, en tout cas, de sûr et que, mine de rien, c'est l'avenir de beaucoup de choses, en tout cas des données. Exactement. Et donc, pour moi, le monde de demain, ça serait quoi? Aujourd'hui, on ne fait pas confiance à nos collaborateurs, à nos dirigeants, etc., etc. On veut savoir un peu comment ils gèrent les entreprises, comment ils gèrent les salaires. On a besoin de certaines informations. Ce qui est intéressant avec la blockchain, on pourra avoir accès à ces informations de manière anonymisée. Et donc, ça va permettre, par exemple, souvent on dit aux collaborateurs, oui, voilà, il faut que vous travaillez, il faut que vous puissiez faire croître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Sauf que les collaborateurs en général ne connaissent pas le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ou même s'ils connaissent, ils n'ont même pas des actions dans les stocks. Pour certaines boîtes qui sont en bourse, ils n'ont pas des actions dans les boîtes pour lesquelles ils travaillent. Ça commence à changer. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises, moi je vois les groupes, je suis issu à la base de grands groupes type Airbus, Bouygues. Je prends l'exemple de Bouygues. On peut avoir des avantages à prendre alors pas des stock options, mais plutôt des avantages à prendre des parts de l'entreprise par la bourse, si tu veux. En tout cas ça n'a pas la même appellation et puis dans toutes les nouvelles startups on peut avoir justement ces bouts de startup qui nous concernent et qui voilà, plus on fait croître l'entreprise, plus on lui donne de valeur, plus elle prend de la valeur et qui demain si elle est vendue, quelque part nous on va pouvoir aussi toucher un peu plus derrière. Exactement. Donc pour moi justement sur ça, c'est bien que tu parles des startups parce que pour moi il y a une startup qui fait un travail intéressant, celle de Lemlist, c'est que, sans entrer dans trop de détails pour faire trop de publicité, mais par exemple, le cas de Lemlist, c'est ça, on a des fondateurs qui sont transparents. Bon, après, ils ne sont pas dans l'hyper-transparence, parce qu'il y a des boîtes qui sont dans l'hyper-transparence. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est juste du bullshit. Mais on est dans un minimum de transparence à la fois avec les utilisateurs et les collaborateurs. Il y a une redistribution des revenus, des bénéfices avec les collaborateurs. Il y a une forme d'écologie sur comment on va échanger avec, je ne dis pas que tout est rose, mais de ce que je vois à l'extérieur, je parle à l'intérieur. On va aussi essayer de
de pouvoir aussi partager des moments forts, intéressants avec les collaborateurs. Et donc, je pense que l'entreprise de demain, c'est ça. On est transparent avec les collaborateurs, on respecte les collaborateurs, on inclut les collaborateurs dans chaque prise de décision. On n'est pas dans un système pyramidal ou trop éclaté au sol comme celui pour moi, d'entreprises hyper libérées, parce qu'il y a des entreprises libérées qui fonctionnent bien. Encore une fois, je pense que le modèle est mauvais, ça marche pour certains, mais je pense qu'il est hyper complexe. Mais un modèle où on est un peu à la croisée des chemins de pyramidal et entreprises libérées, ben voilà, on crée un environnement où les gens se sentent bien, on prend soin d'eux. Et puis une dernière partie sur l'écologie pour aller sur le dernier sujet que tu m'as donné, qui est celui un peu de voilà comment on double la productivité. Donc sur cette partie de l'écologie, je pense que c'est important aussi que les dirigeants et dirigeantes puissent aussi en fait être dans le care, le prendre soin. Ouais. C'est important de prendre soin et là encore une fois on revient De soi et des autres. voilà, dans l'intention. C'est-à-dire, si l'intention, c'est une énergie. Si je mets une bonne énergie, une bonne vibe, une bonne vibration dans l'intention, dans le geste, par exemple, de demander juste des nouvelles à mon collaborateur. Ah, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Ou ah, viens, on va prendre un repas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, venons, on va prendre un repas à midi. Mais tu sens qu'ils ne font pas le repas pour midi, qu'on le fasse ensemble. C'est juste histoire d'eux. Et en général, c'est souvent des discussions de salon qui sont sans tête ni queue. Mais après, là, pendant tout le week-end, on ne se parle pas en tant que collaborateur. Il n'y a pas de cohésion. En fait. C'est vide, c'est mort. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer dans pas mal de startups, pas encore dans des grands groupes, mais avec j'ai collaboré avec des grands groupes sans travailler à l'intérieur. Mais le peu que j'ai d'avoir traîné un peu dans cet écosystème-là, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, c'est très désolé de dire comme ça, mais j'utilise un peu le terme mort pour aller sur le terme macabre. C'est macabre. Il n'y a pas de vie. Les gens n'ont pas de vraies interactions. C'est beaucoup d'hypocrisie. Et donc, ce qui fait que les gens ne se sentent pas bien, ils sont mal à l'aise. Ils utilisent souvent, en fait, ils mettent un masque. Sauf que quand tu mets un masque, à un moment donné, le masque, il tombe. C'est pour ça que souvent, certains disent, mais le collaborateur, il n'a pas changé. La collaboratrice, elle a changé. Non, la collaboratrice n'a pas changé. La collaboratrice n'a pas changé, c'est juste que son masque est tombé. Ouais. Elle n'a pas su s'afficher comme elle voulait. Ouais, je comprends. Tu vois, et donc, ça nous permet de tomber maintenant sur le sujet de la productivité. Ça va être très simple sur la partie de productivité. Pour moi, la productivité, c'est 3 choses. 1, le développement interne des collaborateurs. Donc, la priorité des priorités d'une entreprise, c'est comment aider les collaborateurs à entrer dans le leadership. Même au risque même que le collaborateur part demain. Mais il y a une stratégie derrière. C'est-à-dire que si je me concentre, par exemple, sur cette première partie, sur le leadership du collaborateur, en fait, le collaborateur me sera redevable, en tout cas s'il est bienveillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un collaborateur qui part, forcément, il va faire un projet. Soit il va faire un projet en rapport avec ce qu'il a appris dans la boîte, soit il va aller dans une autre boîte concurrente, soit il va peut-être devenir auto-entrepreneur ou en freelance. Mais ce qui est intéressant dedans, pas sur le côté compétiteur. Le côté compétiteur, c'est pas souvent intéressant. Mais le côté soit entrepreneurial ou auto-entrepreneurial. C'est que ce collaborateur-là peut demain devenir en fait un ambassadeur pour l'entreprise dans laquelle il a bossé. Il va même ramener, parce qu'il y a certains contrats, peut-être qu'en auto-entrepreneur, il ne pourra pas avoir, mais que peut-être l'entreprise pour laquelle il a bossé peut avoir, il va avoir une petite part du gâteau, mais c'est lui ou elle qui va ramener ce contrat. Donc finalement, quand on se concentre sur le leadership du collaborateur, même quand il part, il y a aussi une croissance extérieure de l'entreprise. Vous voyez, aux États-Unis, les entreprises, ce n'est pas des entreprises, c'est des campus. Facebook Campus, Google Campus. Ils ne sont pas les meilleurs, il y a des problèmes comme partout. Mais ce qui est fort intéressant, et là, je mets au défi quiconque me dira le contraire, en termes de croissance extérieure, quand vous prenez par exemple le nombre de startups dans lesquelles Google, Facebook a investi, c'est juste hallucinant. Mais la plupart de ces startups-là, c'est des anciens de ces boîtes-là qui ont été formés, et il y a eu du leadership, etc. Et il y a eu cette confiance qui a été développée. Et donc, quand ils partent, ils sont toujours redevables à la boîte.
Et donc, le modèle que j'avais dit qui est hyper important, bah, si on a créé un modèle au sein d'une entreprise X, bah, ce modèle va être perpétué dans d'autres entreprises qui ont un nom Y. Mais le nom Ouais. Y, on s'en fout. Le nom Z, on s'en fout. C'est pas le nom qui est important. C'est l'esprit, en fait. C'est l'âme qui est derrière la D'ailleurs, recette qu'on développe. Complètement, et je me permets de te couper là-dessus. On a tendance, quand on écoute des podcasts à dominante entrepreneuriale pour le peu, ou management, on entend souvent lui, c'est un ancien de Google, lui, c'est un ancien de Facebook, mais parce qu'en fait, ils sont passés devant ces boîtes que l'entreprise a misé en fait sur eux. Alors c'est sûr, il y a une barrière à l'entrée qui n'est pas négligeable, mais une fois que tu rentres dans ces sphères, on va te donner les moyens de te développer, de donner le meilleur. Alors après, ça peut être galvaudé, on peut voir tout ce qu'on veut. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc du coup, je vais avoir tendance à dire, en effet, il y a des choses pas forcément tip-top, mais de manière générale, eh ben, ça nous permet de développer la personne qu'on accompagne. Et donc du coup, derrière, de pouvoir répandre une traînée beaucoup plus large que juste un collaborateur dans une entreprise, parce que ce collaborateur va potentiellement, en effet, comme tu disais, quitter Google, quitter Facebook, monter une boîte ou aller dans une autre boîte avec tout le background qu'il aura eu, tout ce qu'il aura pu capter en termes de skills, tant les soft que les hard skills. Ouais. Exactement. Et là, pendant que tu parles, c'est très bien que tu m'aies coupé parce que l'idée qui me vient, c'est que par exemple, pour le cas où le collaborateur va dans une entreprise concurrente, Mm. ce qui est intéressant, c'est que si les relations sont bonnes, et qu'il va dans une entreprise concurrente, l'entreprise concurrente va peut-être se faire acheter par l'entreprise qui a bien formé le leader qui est parti. Et celui qui va négocier, qui va faire le pont entre l'entreprise de départ et l'entreprise qui se fait racheter, c'est le collaborateur qui est parti. Donc, même dans un collaborateur qui va dans une entreprise concurrente, il y a une forme de croissance. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu as pris l'allégorie du verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je prends l'allégorie de la pièce. Une pièce, d'un sens, c'est du Versa, et de l'autre sens, c'est du vice. Donc, pour moi, le plus important, c'est encore l'intention. OK, le modèle américain n'est pas hyper top. Il y a le cas, par exemple, de Uber. Mais encore une fois, c'est l'intention. L'ex-CEO de Uber était un monsieur avec de mauvaises valeurs et qui, aujourd'hui, est souvent du thème, plus comme la peste, et personne ne veut, en tout cas des gens sérieux, veulent être associés à son image. Vous voyez? Ouais. Mais, par contre, le modèle, en soi, il n'est pas mauvais parce qu'il marche. Il y a une hypercroissance et cette hypercroissance se voit aussi dans les boîtes qu'ils ont rachetées. Et même si demain, le produit Uber lui-même meurt, les autres boîtes dans lesquelles ils ont mis les tentacules continuent de se développer. Et c'est ce qui fait le monopole. Ça me permet maintenant de parler du point 2 dans l'hypercroissance du monde de demain. Le monde de demain en termes d'hypercroissance sera un monde, en fait, où on aura besoin énormément d'éthique dans tout ce qu'on fait. Parce que aujourd'hui, ce qui fait que notre monde est en déchéance, c'est qu'on a de l'hyperconsommation. Non, d'abord l'hypercroissance. L'hypercroissance crée l'hyperconsommation. L'hyperconsommation crée la pollution ou l'hyperpollution, et l'hyperpollution crée des hypercrises sanitaires. Parce que toutes les crises sanitaires qu'on voit, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a énormément de déchets chimiques, technologiques qui sont dans l'air et qui font naître souvent même soit des maladies, des virus, des machins, ou même si ça ne fait pas naître, ça a un impact sur nous. Ça crée des germes, et ces germes-là ont un impact sur nous, et ces germes-là, peut-être quand ils vont entrer en nous, vont muter, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas en train de la théorie de complot, mais juste, ça c'est un fait, il n'y a personne qui va me dire le contraire, c'est que l'hypercroissance crée la pollution, et donc cette pollution-là a un impact sur nous. Donc, ce qui veut dire que le monde de demain, il faut qu'on arrête avec ce tout de hypercroissance-là. Il faut qu'on arrête à se valoriser à partir du nombre d'argent qu'on gagne. Moi, à chaque fois, quand j'entends des patrons d'entreprise me parler de « ouais, j'ai fait tel nombre de chiffres d'affaires, tel nombre de chiffres d'affaires », moi, je m'en fous de ton chiffre d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui ont été impactées par ce que tu fais. C'est tout. Tu peux faire peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais si tu as impacté 1 million de personnes, pour moi, c'est le plus important. Si la conséquence en plus, le chiffre d'affaires est la conséquence du nombre de personnes que tu auras impacté. Et si ton big why est d'impacter le plus de personnes positivement, automatiquement le CA devrait suivre. Alors bien sûr, ça dépend des modèles, mais généralement on fait tout pour.
Oui, absolument. C'est-à-dire que si tu impactes positivement les gens, normalement, le CA, il y a un impact positif sur le CA. Mais en plus de ça, c'est que bah, on ne va pas construire on va pas construire une entreprise de 10 ans. On va Hmm. construire une entreprise de 101 ans. Aujourd'hui, pour moi, tu parlais avoir une vue générationnelle. Justement, je peux avoir cette vue générationnelle. On est dans une génération micro-ondes. Hmm. Depuis la naissance du micro-ondes, on pense que tout est fast and furious, tout est tout de suite maintenant. Je veux quelque Ouais. chose maintenant. Une voiture VTC maintenant. Gorilla, je veux la bouffe maintenant. Euh, Tout est maintenant. C'est comme si en fait, on ne prend pas le temps de vraiment slow down, prendre le Hmm. temps de faire les choses, prendre le temps de lire, moi en premier parce que je suis un peu comme ça. Mais je pense qu'il faut à la fois accélérer et décélérer. Hmm. Trop d'accélération, ça peut nous permettre d'aller droit dans le mur. Trop de décélérer aussi, ça fait qu'on est en retard. Donc, c'est Hmm. une question de momentum. Dans Ouais. une histoire, il y a toujours un début, une fin, il y a des péripéties, mais il y a le Il y a des climax. moments pour tout. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut accélérer quand il faut accélérer, il faut décélérer quand il faut décélérer. Sauf qu'aujourd'hui, tous les gens là sont en train de nous bassiner. C'est pour ça que moi, personnellement, dès que quelqu'un me. C'est que pour déterminer si quelqu'un est un bon leader ou pas, c'est sa narrative. Si la narrative de la personne, c'est argent, 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 je te mets dans la catégorie des misérables. Si Hmm. la personne, c'est le bien commun, mais que même derrière la personne fait de l'argent, je m'en fous. Parce que je sais que sa narrative première, ce qui la drive, c'est le bien commun. Et on va dire, mais on n'est pas obligé d'être comme ça. En fait, là, il n'y a même plus de débat. Là, l'état actuel de la planète nous oblige à tous s'aligner dessus. C'est plus possible. Ce modèle-là est juste plus possible. Ouais. La dernière chose que je vais dire sur l'aspect productivité, puisque là, j'ai parlé un peu euh, de l'écologie, etc. Machin. Pour moi, la productivité, au-delà de l'éthique, etc., la productivité aussi va se déterminer aussi par notre rapport à trois choses. Et là, je vais parler un peu de tech philosophie. Hmm. Notre rapport au temps, notre rapport à l'argent, notre rapport à l'espace. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais moi, souvent, je le vois. Il y a des moments, je suis là et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une expérience, en fait. C'est comme si Ouais. le temps, il s'arrête et c'est comme si, en fait, ce que j'ai fait là, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. Où il y a des moments où je perds la notion du temps. Mhm. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'espace, c'est le temps. Et puis, il y a des moments, bah, il y a des moments, quand tu parles d'intentionnalité, il y a des moments quand je dis, OK, je veux avoir beaucoup d'argent, en fait, je l'ai, en fait. Mais pas parce Hmm. que je cours après l'argent, mais parce que, en fait, je cours après servir les gens. Voilà, par exemple, dans ce podcast, mon but, c'est pas mon auto-promo, dit, ouais, j'ai fait tel million de chiffre d'affaires, tu vois. Moi, Ouais. j'entends souvent des podcasts, j'entends ça. Oui, le moi-je, j'ai horreur du moi-je. Il y a des Hmm. moments, je vais te dire moi-je, j'arrive. Il y a des moments, je m'oublie, je vais dire moi-je, mais mon moi-je, il va pas être 90%, il peut peut-être 10%. Ouais. Mais si le 90% des propos, c'est moi-je, 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 finalement, c'est, moi, ce que j'entends, c'est je peux pas. Quand j'entends le moi-je peux pas. Donc, je peux pas donner du temps pour les veuves orphelins. Parce qu'en général, ceux qui sont dans le moi-je n'ont jamais le temps pour les actions concrètes, les actions qui ont de l'impact. Ouais, ouais. Et c'est hyper important pour moi qu'on se dise, mais non, voilà, ok, on gagne tout ça là, on fait de l'argent et tout, mais comment on arrive à avoir un bon rapport avec le temps, l'espace et l'argent pour pouvoir maintenant être productif, pas pour nous, mais pour le bien commun, la res publica, donc la chose commune. Hmm. Donc avoir une certaine ou un certain lâcher prise entre toutes ces sphères, entre déjà commencer par le big why, le pourquoi je fais tout ça, et puis de mettre tout en place pour y arriver. Et puis bon, bah, le temps, on met des deadlines, mais ça n'empêche que par moment, ben, il faut aussi laisser le temps au temps, comme on dit, pour se faire. Et il y a la notion d'argent, on en a besoin, c'est un moyen pour avancer, mais certes que c'est pas une finalité là-dessus. Et puis l'espace, mais ouais, l'espace, c'est l'espace géographique, c'est l'espace plus largement. Là, aujourd'hui, il y a la conquête de l'espace avec Elon Musk d'un côté, Bezos, Amazon, et puis bon, tu as Virgin Galactic, puis d'autres. En effet, l'espace, qu'est-ce que c'est C'est hyper important de savoir où est-ce qu'on est, quel est notre environnement et qu'est-ce que l'on veut derrière.
Ça, c'est indéniable. Et plus, en fait, on est aligné après entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ou encore, si je recite une énième fois la pyramide de Dilts, le psychologue américain de la programmation neurolinguistique, avec les 6 niveaux logiques, à partir du moment où on est aligné sur ces 6 niveaux logiques, le niveau de productivité, de confiance en soi et tout ce qui va avec va y arriver. Euh, je- Absolument. Yes. Dis-moi, je vois que le temps file. C'est quoi la journée type du lever au coucher de Basseli? Ah ouais, très belle question. Alors, au réveil, la première chose que je fais, c'est je commence avec de la musique. Ok. Et Quel type surtout de musique? des musiques spirituelles, donc notamment le gospel et ce qu'on appelle le soaking worship. Le gospel, c'est des chants et de la musique. Le soaking Ouais, worship, c'est juste de la musique. C'est de la d'accord. musique, c'est souvent des piano, timbales, etc. Donc, ça prépare mon cerveau, en fait. Hmm. Ça le conditionne dans un environnement de slow down, tu Ok. vois. Et après, juste après ça, je vais aller directement sur Clubhouse, Mhm. qui est un réseau social audio. Ouais. Et quand il n'y avait pas Clubhouse, c'était des calls, appeler des humains en fait, parce que je me suis rendu compte quand on a des conversations, là, la conversation c'est hyper important. Là, par exemple, dans cette conversation-là, C'est stimulant, ouais. ouais, j'ai beaucoup méta-communiqué. Donc j'étais là, mais j'étais aussi à un moment donné un peu hors de moi et j'observais un peu ce qui se passait pour apprendre des choses. Donc là, souvent quand je parle, de manière en métacommunication, j'arrive à apprendre de ce que je dis. Bon, c'est un peu bizarre pour certains, mais voilà. En tout cas, je pense que tu m'as compris et puis tu pourras Ouais. reformuler après, pas derrière. Donc, je fais ça, dont je parle à beaucoup de gens. Ah, bon, là, le privilège que j'ai, c'est que je bosse pour moi. Donc, du coup, je peux faire ça, mais les gens qui bossent en entreprise, ils ne peuvent pas forcément, ils vont faire autre chose. Mais moi, en tout cas, comme je bosse pour moi, je prends franchement le temps. J'écoute de la musique, tac, 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 intentionnalité, méditation. Voilà. Mhm. Voilà. Dans mon cas, on appelle ça la prière. Donc, je médite, me connecte un peu aux énergies, aux célestes, au yin-yang, au yang-yang, vous appelez ça comme vous voulez. Ouais. Je parle aux humains. Quand j'ai fini de converser avec les énergies, je converse avec les humains. Mhm. Tac, tac, tac. Et après ça, maintenant, je passe maintenant au travail. Donc, je vais commencer à travailler. Je vais faire beaucoup de veille. J'ai 2 écrans. Donc, en même temps que je suis en train de travailler, en même temps, je suis en train de réétudier un peu ce qui se passe, des trains, etc. Donc, c'est assez multitâche. Ok. Je ne conseille pas à tout le monde, mais c'est moi, comme ça, je fonctionne. Et puis maintenant, le soir, j'aime bien me mater des séries. Mais ce que je fais, je suis plus dans l'hyperconsommation. Je suis dans ce qu'on appelle, moi j'appelle l'infotainment. L'infotainment, comment je le définis? C'est, par exemple, j'ai un sujet qui me passionne énormément ces 2 derniers temps-là, c'est les NFT. Ouais. Ça, on Et n'arrête pas d'entendre parler le Web ouais, 3. c'est ça, le Web3 et les métaverses. Donc, ce que moi je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais regarder tous les films, toutes les séries qui sont en rapport avec cet univers-là. Mhm. Hier, par exemple, j'étais à l'avant-première de Matrix, sans faire de publicité, de Ouais. Matrix. Red Player One, j'ai regardé. Foundation, je suis en train de regarder. Et donc, je regarde Foundation, c'est quoi? C'est sur Netflix? c'est sur Apple News. Et Apple Apple News? Plus, pardon, Apple Plus. Ok, d'accord, je ne connaissais pas. C'est une série? C'est une série, C'est un documentaire? C'est une série? c'est une série Ok. et c'est d'ailleurs même un roman qui a été créé par Isaac Asimov, qui est le père Hmm. du robotisme, quoi. Donc il a Ok. été à la fois scientifique, mais Hmm. aussi auteur de science-fiction. Parce que la science-fiction et la science, il y a un seul pont. Parce que beaucoup de scientifiques s'inspirent de la science-fiction et beaucoup d'auteurs de science-fiction s'inspirent de la science. Vice-versa. Parce que la science-fiction, c'est l'onérisme. La science, c'est le réel. Mais de passer du réel de l'irréel au réel, c'est juste une marque d'intention et d'attention. Hmm. Donc, Et d'ailleurs, je me permets juste de faire un petit point. Le métaverse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de monde digital parallèle où on peut acheter des choses, et des choses avec en soi la crypto-monnaie, soit tout simplement des dollars maintenant, ou du moins qui ont une valeur monétaire. Et c'est un monde parallèle. Alors, il y a plusieurs mondes qui existent, et notamment, on peut créer notre propre monde. Tout dépend sur la plateforme dans laquelle nous sommes. Ouais.
Yes, absolument. Et donc voilà, donc du coup, je vais regarder des films, des documentaires, des Mmh. podcasts. En fait, je vais inonder mon cerveau de ces sujets-là. Donc, je ne suis pas en train de me divertir tout simplement parce que pour moi, se divertir, c'est se distraire. Mmh. Par contre, quand on se info-divertit, si ça n'existe pas, je l'ai créé, on va se distraire, mais tout en apprenant des choses. Mmh. Et donc, Ouais, du je coup, vois. on ne perd pas en AT. Donc, l'AT, c'est la valeur attention et l'IT, c'est la valeur intention. Dans Mmh. l'économie de la connaissance, c'est ça. Moi, ce que je souhaite, c'est grandir. Donc, tous les temps, tous les AT que je peux avoir pour, d'après d'ailleurs, il y a une thèse qui est là, hein, le travail, la thèse des 10 000 heures, Mmh. plus, c'est-à-dire que si on fait 10 000 heures sur un sujet, on devient expert. Ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. Donc, plus je vais inonder mon cerveau, que ce soit en temps de repos ou en temps De de travail, travail, hein? Ouais. je vais transformer le tribalium en l'équivalent, je ne l'ai pas encore en latin, mais en équivalent, mais en français qu'on appelle la créativité. Donc, le Mmh. tribalium va devenir de la créativité. Et je l'ai dit Ouais. tout à l'heure, on est productif quand on est créatif. On n'est pas productif quand on fait des tâches répétitives. Donc, du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais tu es sûr que tu ne travailles pas ton cerveau? Oui, mon travail, mon cerveau, il travaille, mais là, ce n'est pas du travail, c'est du stimuli. Donc, je vais Mmh. stimuler mon cerveau. Et donc, OK. il n'est pas en flux tendu, il est en mode léger, je regarde des images, c'est beau, etc. Mais sauf que dans ce que je suis en train de regarder là, bah, j'apprends des choses. Et c'est pour ça Mmh. que finalement, on va m'inviter dans des podcasts comme le tien ou dans des conférences, bah, Ouais. ce sera plus facile pour moi d'alimenter mon discours parce que j'ai compris une chose, et je vais terminer par ce que je finis dans ma journée type. J'ai compris une chose, c'est que finalement, on croit tous à des histoires. Et donc, plus on se connecte à l'onérisme, à Mmh. l'imaginaire, plus on va avoir en fait des allégories et on va raconter des histoires. Et Mmh. ça va nous permettre de captiver l'audience et de les amener vers nous. Et donc, ce que je fais en dernier lieu, quand je finis de regarder les documentaires, etc., je médite encore. Donc, je Ouais. ferme les yeux, je marque une intention avant de dormir. Il y a des moments, je vais essayer de visualiser ce que je veux voir dans mon rêve. Il y a des moments, je ne le fais pas. OK. Et quand je le fais, bah, je vois des choses. Quand je ne le fais pas, souvent, je vois des choses, soit je ne vois pas. Et donc, quand je vais voir des choses, quand je me réveille le matin, donc c'est le dernier cycle, si j'ai rêvé, bah, je vais prendre une note vocale, je vais enregistrer mon rêve, rêve numéro 1, tadada, ou bien je vais noter mon rêve, tadada. Et donc, du coup, bah, c'est un cercle infernal, moi j'appelle ça le infinite game, où bah, conversation, repos, travail, divertissement, information, croissance, tac, Et puis intention, ça reboot. ça reboot. Et du coup, ça fait que ça tourne comme ça. Et au début, c'était du compliqué, mais maintenant, c'est devenu ma seconde nature. J'adore ça. C'est ta routine, ouais. Et je sais pas, mais c'est pas pour toi si tu as déjà atteint parce qu'il y a plusieurs, comme tu sais très bien en neurosciences, plusieurs états dans le cerveau, donc notamment l'état de flow. Ouais. Et moi, depuis que je fais ça, je suis constamment en état de flow, en fait. Et c'est Mmh. impressionnant parce que tu te connectes à des niveaux de connaissances. Tu te demandes, mais bah, c'est toi qui penses à ça, en fait. Ouais. Tu es même plus sûr que si c'est toi, parce que c'est tellement fort, quoi. Donc voilà. Mais on a un conscient et un inconscient, et l'inconscient ben, de notre cerveau va à une vitesse tellement folle qui capte tout et qui enregistre tout en fait. Il faut juste après réussir à se connecter entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir essayer de sortir des choses. Mais l'inconscient, voilà, il analyse tout et d'ailleurs c'est comme ça qu'il fait qu'on est là tous les deux et qu'on arrive à sortir un certain nombre de choses, que ce soit en français, en anglais ou autre. Certes, il y a des mécanismes, des schémas neuronaux qui ont été tellement sollicités que du coup c'est fluide et c'est simple, mais il y a aussi, ben, quand on se met dans des états, et notamment les états de flow, on ne voit pas le temps passer, où on va être connecté à quelque chose de plus grand, avec des idées, de la créativité qui va nous arriver, qui va être waouh, juste, juste démentiel. Je me permets, on arrive vraiment sur les dernières questions et je vois que le temps file. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, te permet vraiment d'avancer, voilà, dès que tu as un down, paf, tu penses à ça et ça y est, ça passe, bah, tu passes la montagne facilement. Bah, en tout cas, merci pour l'opportunité que tu me donnes. C'est très rare qu'on me pose cette question-là. Et franchement, ça me touche énormément. Je t'en prie. Euh, alors, moi, aujourd'hui,
si on peut appeler ça guigui pour certains, machin, moi j'appelle ça la foi. Moi, Mmh. ma foi aujourd'hui, c'est que je crois en Jésus. Et je respecte toute forme de religion. Moi, je suis Mmh. pas là pour faire du syncrétisme ou bien de la religion. En réalité, je dis Jésus, mais moi, je suis pas un religieux, je suis un spirituel, je suis un être spirituel. Ouais. Et donc, moi, Jésus, dans ma vie, ce qu'il m'apporte, c'est que, en gros, en fait, quand j'ai des moments de down, il y a des gens qui vont aller voir des psychologues, il y a des gens qui vont prendre des cachets, il y a des gens qui vont aller parler à des potes, il y a des gens qui vont prendre de la drogue, il y a des gens qui vont prendre des trucs. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Mmh. J'ai pas besoin d'alcool, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin, en fait, de me connecter soit dans les Écritures, Mmh. donc la Bible notamment. Après, je lis d'autres livres, hein, notamment, là, je m'intéresse de plus en plus à la Torah. J'ai lu à un moment donné le Coran. J'ai lu à un moment donné aussi même des Écritures un peu. J'adore la philosophie indienne. OK. Et donc, du coup, quand je vais commencer à me connecter en fait à ces livres sacrés, et surtout notamment la Bible, qui est mon livre par excellence, je vais me concentrer en fait sur les allégories. Mmh. Allez, si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas chrétien, pas de souci, mais intéressez-vous juste aux allégories de Jésus. Mais quand j'ai commencé parce que avant je lisais, j'ai lu au moins peut-être 5, 10 fois la Bible, du Ouais. début jusqu'à la fin. Mais au début, j'avais des interprétations en fait où je recevais des trucs de Dieu ou des énergies, on va appeler ça comme vous voulez. Donc, je recevais une intention dans mon esprit et c'est comme ça que j'étais enseigné. Et même l'informatique, la technologie, en fait, moi, j'ai pas besoin d'apprendre parce qu'il y a des moments où j'apprends de moi-même, il y a des moments où j'apprends des autres, mais la plupart du temps, 90% du temps, j'apprends de la source. Hein, j'apprends de Dieu, j'apprends de OK. Jésus. Et donc, du coup, à force de m'intéresser maintenant dans la troisième phase de ma croissance, Mmh. en fait, aux allégories, pas juste le texte, il y a le texte scriptural, et puis Mmh. donc il y a la doxa, mais il y a les dogmas, les croyances derrière. Quand Ouais. tu commences à creuser et à décortiquer chaque allégorie, tu as accès en fait à une infinité de connaissances parce une seule allégorie peut signifier une infinité de choses en fait. C'est infini. Donc voilà, Mmh. moi ça me stimule. Donc quand j'ai mes moments de down pour synthétiser, puisqu'on n'a plus assez de temps, quand j'ai Mmh. des moments de down, je prends ma Bible, je lis, je prie, tac, ça me rebooste. Ou bien un autre truc aussi que je fais, je vais écouter des leaders inspirants Mmh. chrétiens. Euh, T'en as en tête? Bien sûr, Ouais? Vas-y, n'hésite pas à nous en donner quelques-uns, celles et ceux qui veulent aller plus loin derrière. pour moi, le number one, en tout cas pour moi, il s'appelle T.D. Jakes, Thomas Jakes, T.D. Jakes. OK. C'est T.D. Jakes, Jakes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas anglophones, je l'ai prononcé TD Jakes. OK. en anglophone. Donc voilà, le deuxième c'est Steven Furtick, donc c'est Steven. Furtick OK. c'est Furtick, Steven Furtick. Moi, ce qui me OK. plaît avec lui, c'est que c'est un leader charismatique chrétien, mais qui n'est pas que dans le chrétien, il est aussi dans une vision très développement personnel, très inclusion, très diversité. Il est caucasien, mais son église, il y a tout le monde. Pour moi, le monde de demain, c'est ça. Un monde, on est tous là, toutes les couleurs, tous les gens, femmes, vieux, grands, gros, tout le monde. Donc, quand je Mmh. l'écoute, ça m'inspire parce que c'est le chemin, tu vois, pour revenir sur l'attention, tu disais, et l'entourage. Ouais. Intention, attention, entourage. Donc, même s'il n'est pas présent avec moi physiquement, mais il est avec moi digitalement parce que je l'écoute tous les jours. Pareil avec TD D'accord. Jakes. Et le dernier, la cerise sur le gâteau, pour moi, c'est le gars qui a su faire le pont entre le monde séculier et le monde chrétien. Il s'appelle Eric Thomas. Donc, les OK. chrétiens, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas, mais tous ceux qui sont dans le droit personnel le connaissent. Eric Thomas. C'est un gars, il était un clochard. Il était Mmh. clochard pendant des années. Et de la clochardise, il est devenu aujourd'hui un motivateur en développement personnel dans le monde séculier. Il fait des conférences dans le monde entier. C'est un afro-américain, mais il arrive à faire des conférences qui ne sont pas que pour sa communauté. Et donc, il y a des moments, il fait de l'empowerment pour la communauté noire, mais il y a des moments aussi, il fait de l'empowerment pour des sportifs de haut niveau qui sont blancs, arabes, latinos. Et c'est incroyable parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, en vérité, on veut nous emmener vers le tout de race, de couleur, etc. Mais non, mais moi, mon enveloppe, en fait, il n'y a pas de problème avec mon enveloppe corporelle. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Si ce qui est à l'intérieur de moi est négatif, bah forcément, il y aura une mauvaise répercussion sur les autres. Et Mais inversement. et inversement. Par contre, si ce qui est à moi est positif, ok, on va me ramener une intention qui est mauvaise,
Mais tout dépend de comment je l'accueille. Si je l'accueille bien, bah, ça va bien se passer. Si je l'accueille mal, ça va mal se passer. Donc, intention, attention, entourage. Et voilà. Donc, aussi, les trois personnes que je suis. Et c'est comme un sport. C'est genre, on dit la foi vient de ce que l'on entend. Donc, je vais enlever le mot foi, je vais mettre croyance. Okay. La croyance vient de ce qu'on entend. Donc, si par exemple, vous croyez que vous voulez avoir une Ferrari aujourd'hui, c'est simple. Commencez à écouter des gens qui parlent de Ferrari. Allez vous inscrire dans un club de propriétaires de Ferrari. Vous n'avez pas de Ferrari, mais entourez-vous de gens qui ont des Ferrari. Écoutez des gens qui ont des Ferrari. Essayez même de faire des dons à des gens même qui ont des Ferrari. Pourtant, vous n'en avez pas. Ouais. Je vous promets, faites cette expérience-là. Vous allez voir si c'est pas avoir une Ferrari. Vous allez voir. Et on va activer notre réticulé activateur et on va en voir partout. Tout à l'heure. Je te remercie. Comment on peut te joindre, Bassely? Alors, simple. D'abord, il y a mon site internet www.bassely.fr. Bassely, ça s'écrit BACELY.fr. Je reprends. On mettra dans les notes du podcast. Voilà, BACEL.fr. Il y a les réseaux sociaux. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram, tous. Mais par contre, l'endroit où vous êtes sûr de me trouver, c'est Clubhouse et Instagram maintenant. C'est de plus en plus sur Instagram, de plus en plus. Et bon, Clubhouse, c'est ma maison. Voilà, je suis quasiment tout le temps là-bas. Mais bon, t'as acheté des parcelles de terrain Clubhouse. C'est ça. Et Instagram maintenant, de plus en plus avec des lives. Donc, par contre, je suis disponible partout. Vous tapez juste mon prénom sur Google, vous me trouvez. Voilà. Ok. Bon, on mettra de toute manière dans les notes du podcast tous les liens qui convergeront vers toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Ouais. Je vais reprendre ce que j'avais dit dernièrement dans un autre podcast. Les amis, on a parlé de plein de choses. Peut-être ça a été du syncrétisme pour certains parce qu'on allait peut-être dans tous les sens pour certains. Je ne sais pas. Mais posez-vous la question de pourquoi, du comment en fait. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous réveillez le matin pour aller au travail? Pourquoi vous avez ces amis-là? Pourquoi vous avez ces enfants que vous avez? Pourquoi vous ne voulez pas avoir d'enfants? Mais vraiment pas le tout de je ne veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas avoir d'enfants. Pourquoi vous avez de la haine contre les autres? Pourquoi vous n'aimez pas des gens qui sont différents contre vous? Ça se résume pour moi à 3 choses. Je n'ai pas donné la réponse au pourquoi, mais je vous dis les intentions qui sont derrière. Les problèmes, les peurs, les passions. Si vous affrontez vos problèmes, vous allez affronter vos peurs. Et si vous affrontez vos peurs, vous allez transformer vos peurs et vos problèmes en passion. Et quand vous allez transformer vos peurs et vos problèmes en passion, vous allez sortir de l'inconfort pour aller dans le confort. Vous n'allez pas juste sortir de votre zone de confort, vous allez élargir votre zone de confort. J'aime beaucoup. Ouais, je vous encourage vraiment. Et puis, un dernier mot aussi pour toi, Quentin. Franchement, merci de m'avoir invité. Merci pour ce podcast. C'est une pépite parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a une force dans la conversation. Une force dans l'art de la conversation. Donc, moi, je vais commencer à écouter des conversations de maintenant, même des conversations qui datent de 80, des années 70. Je vais écouter plein de conversations. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se sont déroulées dans toutes les conversations qui ont existé. Et c'est une chance qu'on a d'avoir tous ces vestiges-là disponibles en audio, en vidéo, même en livre aussi, parce que ce qui est bien à les livres, c'est que c'était l'ancienne technologie. On n'avait pas d'audio, donc les gens écrivaient, et donc les conversations même de l'époque sont encore là. Lisons, écoutons, regardons les conversations. Il y a une puissance dans la conversation, et ton podcast en train de démontrer ça. Il y a une puissance dans la conversation. Écoutez ce podcast, abonnez-vous, partagez-le, mettez des commentaires, mettez des avis. C'est puissant ce podcast. Ouais. Merci infiniment, Bassely, pour tout ce que tu nous as partagé, que ça soit de la diversité au métaverse, que ça soit de la foi, de la croyance au travail de demain. En tout cas, c'était un chouette moment. Je suis ravi de l'avoir passé avec toi. Et ça sera peut-être l'occasion d'aller un peu plus sur pourquoi pas des croyances ou autre chose dans un autre épisode. Voilà, un sujet également passionnant où
l'ensemble des invités qui sont passés dans ce podcast parlent à un moment donné. En effet, on est tous connectés, je pense, à quelque chose de plus grand. Bref, c'est ma croyance. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine. Profitez de la vie. Regardez la vie avec une vision peut-être différente maintenant avec Bassely. Et puis je vous retrouve à la semaine suivante. Ciao, À très ciao. bientôt. Ciao. Salut. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.